Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai vraiment l'impression que le monde est en train de devenir complètement fou. On assiste médusé aux déclarations délirantes de Trump et Netanyahou, aux bombardements de Gaza et de l'Iran, aux manœuvres opportunistes des dirigeants du monde qui cherchent à tout prix à tirer profit des événements, et tout ça avec des chaînes d'infos qui tournent en boucle. Alors que ce qui se joue en réalité, quand même, ce sont des vies humaines et accessoirement l'avenir de la planète. Alors face à tout ça, mécaniquement, on est obligé d'essayer de rationaliser. Question de santé mentale. On se dit que tout ça c'est du cynisme ignoble, de l'avidité crasse ou des jeux de pouvoir. Et c'est sans doute vrai, hein. Mais pas que. En prenant un petit peu de recul et en envisageant ces événements comme un résultat d'une évolution, on s'aperçoit que ce chaos n'est pas forcément qu'un emballement dramatique de l'histoire et que les conflits au Moyen-Orient, en Afrique et en Ukraine pourraient être en réalité les symptômes d'une manière très particulière de voir le monde. Une croyance si profondément ancrée qui, en plus d'influer sur les événements, orienterait insidieusement notre manière de penser. Une fois que le cerveau est sous l'emprise d'une idée, celle-ci est presque impossible à éradiquer. Une idée qui est entièrement façonnée, pleinement intégrée, ça s'incruste là-dedans quelque part. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va tenter de comprendre pourquoi le monde est en train de devenir complètement fou et pourquoi ce n'est pas le résultat d'un hasard de l'histoire, mais la conséquence logique d'une idée qui à l'origine ne désirait qu'une seule chose, la paix. Depuis des mois, on assiste au Proche et au Moyen-Orient à un film d'horreur. À chaque bombardement, on nous explique qu'il faut lutter contre le terrorisme et les États voyous pour préserver la paix, protéger la démocratie et défendre la civilisation. Mais ce qui frappe, c'est pas seulement la violence, ni même les disproportions des réponses, c'est leur régularité et leur banalisation. On a l'étrange impression qu'elles s'inscrivent dans une routine comme les rouages d'une mécanique bien huilée. Et cette étrange impression, c'est pas un hasard. La fin de la guerre froide marqua le début du grand boom dans le commerce des armes. Le bazar était ouvert. On est ici en présence de quelque chose qui a façonné notre manière de voir le monde depuis des siècles. Un dogme qui repose sur 3 piliers, l'individu, le droit et le marché. Un imaginaire fondateur qui constitue le socle de la pensée moderne et que j'appelle le noyau moderne. C'est lui qui s'est inséminé dans nos esprits et à partir duquel a germé une pensée politique qui s'est propagée partout. Ce que l'humanité vit aujourd'hui, partout dans le monde, en est le tragique aboutissement. Ce noyau moderne est le produit d'un contexte historique bien particulier. Il est né dans les ruines des guerres de religion qui ont déchiré l'Europe au XVIe et XVIIe siècle. À une époque où l'on s'entretuait au nom de Dieu, certains penseurs horrifiés par la violence ont cherché à bâtir un ordre nouveau. Un ordre qui ne reposerait plus sur une vérité commune, mais sur la possibilité pour des individus envisagés par essence comme antagonistes de coexister pacifiquement. C'est là qu'apparaissent les grandes figures comme Hobbes, Locke ou Rousseau, qui vont jeter les bases d'une nouvelle manière de voir le monde, où l'individu devient l'unité de base, la raison le seul arbitre légitime, et le contrat social une mécanique destinée à conjurer le spectre de la guerre civile. J'en parle beaucoup dans mes vidéos, car ça me semble hyper important d'avoir conscience de l'impact de ces événements sur l'histoire occidentale. Vous pouvez notamment aller regarder celle qui traite de la liberté en cliquant ici. Dans ce monde ainsi redéfini, l'État est réduit à une fonction d'arbitre destinée à maintenir l'ordre, prévenir les violences et encadrer les échanges. Une paix minimale, comme le dit Jean-Claude Michéa dans L'enseignement de l'ignorance, une paix sans vérité commune, sans idéal partagé, une paix fondée sur le droit, non sur la justice, un droit abstrait censé valoir pour tous, indépendamment des croyances ou des besoins réels. Et c'est cette dissociation entre droit et justice qui permet à une guerre d'être légale sans jamais être légitime. Ce modèle repose sur une analogie avec la physique classique. Comme Newton décrivait les lois du mouvement des astres, ses penseurs croyaient possible de déduire les lois de la société, universelles, neutres et mécaniques. De là découle tout le reste. La croyance selon laquelle l'économie, la politique, la science ou la morale relèveraient de domaines séparés, chacun avec ses propres règles sans interférer les uns avec les autres, la montée en puissance du marché, l'effacement progressif du politique, et l'idée que l'ordre peut surgir spontanément de la confrontation des intérêts individuels. Mais ce noyau moderne, aussi abstrait soit-il, ne reste pas figé. Au fil des siècles,
Il évolue et finit par donner naissance à une doctrine, le libéralisme. Le libéralisme, c'est l'évolution européenne puis occidentale du noyau moderne. Côté droit, il consacre la propriété privée comme fondement de la liberté. Côté économie, il fait du marché libre le garant naturel de l'ordre. Et dans cette logique, l'État devient le garant de la stabilité, de la propriété, des contrats, des échanges. Le droit étant l'instrument de la prévisibilité, le marché celui de l'équilibre. Tous les deux encadrant l'individu, une entité rationnelle, censée toujours poursuivre son propre intérêt. Et c'est précisément ce libéralisme-là que nous voyons à l'œuvre dans les conflits contemporains. Une conception du monde dans laquelle les États fonctionnent comme des individus en compétition, mais derrière lesquels ce sont des intérêts privés, des alliances discrètes et des logiques de prédation qui tirent les ficelles. Et où chacun, poursuivant ses intérêts stratégiques, économiques, idéologiques, un monde où la morale est secondaire, où la diplomatie n'est qu'un outil parmi d'autres, et où la force militaire, économique, symbolique est la seule véritable régulatrice. Et c'est précisément ce libéralisme-là que nous voyons à l'œuvre dans les conflits contemporains. Une conception du monde dans laquelle les États fonctionnent comme des individus en compétition, mais derrière lesquels ce sont des intérêts privés, des alliances discrètes et des logiques de prédation qui tirent les ficelles, et où chacun poursuit ses intérêts stratégiques, économiques et idéologiques. Un monde où la morale est secondaire, où la diplomatie n'est qu'un outil parmi d'autres, et où la force militaire, économique, symbolique est la seule véritable régulatrice. Un monde façonné par l'idée libérale selon laquelle l'ordre émerge non pas de valeurs partagées ou de biens communs discutés, mais de la confrontation libre entre volontés souveraines. Un monde donc dans lequel la guerre n'est pas une anomalie, mais une variable normale, une guerre de marché. Parce que derrière les discours de défense et de démocratie, ce sont toujours les mêmes structures qui apparaissent. Des intérêts privés, des flux d'argent, des ressources à capter, des populations à discipliner. Dans cette mécanique, les États deviennent une courroie de transmission, des instruments techniques au service d'un marché globalisé qui exige des ressources accessibles, des routes sécurisées et des partenaires dociles, qui a besoin de frontières poreuses pour les capitaux, mais de murs solides pour les individus. Si on vous offre un cessez-le-feu maintenant, prenez-le pour que les balles arrêtent de voler. Je veux la fin de la guerre, mais je veux aussi des garanties. Le libéralisme, dans sa version contemporaine, ne se contente plus d'organiser les relations humaines à l'intérieur des frontières. Il redessine les lignes du monde avec la précision d'un comptable et la brutalité d'un conquérant. Ah, d'accord, donc selon vous, peut-être une bonne nouvelle, ça peut quand même éclater là. Ça reste envisagé. Ah ouais, Ce que révèlent ces guerres, ce n'est pas seulement la brutalité des rapports de force, c'est la logique glacée d'un monde où le conflit devient fonctionnel, où la guerre n'est plus un échec, mais un outil, une stratégie rationalisée au service d'un ordre global fondé sur le calcul, la concurrence et l'appropriation. Alors que s'achève cette période de guerre, nous marquons l'avènement d'une période de diplomatie. Nous utilisons le pouvoir de notre aide au développement pour investir dans de nouvelles façons de venir en aide aux populations de par le monde. Ce n'est pas une dérive, c'est la forme aboutie d'une fiction. Mais cet aboutissement ne repose pas seulement sur des structures, il repose sur une croyance, une certaine idée de l'être humain et de ce que devrait être la société. Car l'idéologie libérale ne se contente pas d'organiser le marché ou le droit, elle façonne notre manière d'être au monde. Une chose qui ne cesse de m'étonner, c'est la façon dont on conçoit l'éducation. À croire qu'elle a été conçue pour tuer dans l'œuf la curiosité des enfants. Beaucoup de rituels et de dispositifs du primaire ont pour but de préparer les gens au travail à l'usine. Elle recompose nos perceptions, nos affects, notre rapport à la liberté, à la justice et au mérite. Elle redéfinit ce qu'est un individu et ce qu'il doit devenir pour être légitime. Pas n'importe quel individu, un être rationnel, autonome, mu par ses intérêts, naturellement libre et fondamentalement séparé des autres. C'est lui le personnage principal du récit libéral. Un personnage qui précède la société, qui doit être protégé d'elle et dont elle doit, elle aussi, être protégée. À partir de là, tout s'organise. Le droit devient un filet neutre destiné non pas à faire advenir le bien, mais à empêcher que la liberté de l'un empiète sur celle de l'autre. La justice devient mécanique. Et de tout cela, de la somme des volontés individuelles, l'ordre émerge naturellement. Voilà la promesse.
Ce récit qui peut paraître séduisant est aussi structurant. C'est ici que le libéralisme devient une idéologie, non plus un simple cadre de coexistence, mais une croyance dans des vertus spontanées du marché de propriétaires. Il a servi de base à la modernité occidentale tout entière, et il continue aujourd'hui de modeler notre manière de penser la politique, l'économie et les relations internationales. Il irrigue les discours, alimente les politiques publiques, justifie l'inaction face aux inégalités au nom de la responsabilité individuelle et autorise la domination au nom du mérite. Il transforme les dominants en gagnants et les dominés en perdants légitimes. Parce que s'ils sont pauvres, c'est qu'ils n'ont pas bien joué. Parce que s'ils souffrent, c'est que quelque part, ils l'ont choisi. Salaud de pauvre. Ça vous est déjà arrivé de vous sentir coupable d'être pauvre, de ne pas réussir, d'avoir honte de demander de l'aide ou de ne pas vous sentir à la hauteur? Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Ça peut aussi être une manière de révéler la violence cachée de cette idéologie. Mais la croyance qu'ajoute le libéralisme à cette équation, en plus d'un cadre juridique ou une logique individuelle, c'est celle selon laquelle la somme des intérêts particuliers suffit à créer un ordre viable, qu'il n'est pas nécessaire de viser le bien commun, parce que le marché s'en chargera, qu'il n'est pas nécessaire de penser collectivement, parce que la liberté de chacun générera par agrégation une forme d'équilibre supérieur. Et cette idée, que l'équilibre peut émerger sans être voulu, est peut-être la plus dangereuse, parce qu'elle disqualifie toute volonté politique réelle, elle dépolitise les choix, elle fait de la neutralité un dogme, du retrait un programme, et du marché un oracle. Quoi qu'il arrive, guerre, effondrement, révolte, les libéraux répondent toujours la même chose. Laissez faire le marché, il finira par tout équilibrer. Mais un monde qui s'ajuste tout seul, c'est un monde sans nous. Le libéralisme se présente comme un projet de paix, un dépassement des guerres de religion, des idéologies et des dogmes. Il promet un monde où les conflits seraient remplacés par la concurrence, où les peuples n'auraient plus à s'affronter, puisqu'il suffirait que chacun poursuive ses intérêts dans un cadre neutre. Et pourtant, le monde n'a jamais été aussi continuellement en guerre. Que parfois il faut la guerre pour avoir la paix. Pas une guerre ouverte, franche, déclarée entre empires rivaux, mais une guerre non déclarée, faite de frappes chirurgicales, de sanctions économiques, de coups d'État discrets, de manipulations diplomatiques. If President Trump wants to usher in a new golden age for the United States, the better path is to partner with Canada, not to punish us. Une guerre sans fin, mais jamais sans but. Cette contradiction n'est pas un hasard, elle est structurelle. Parce que ce que le libéralisme promet, il ne peut pas le garantir. Ces batailles, là aussi, je n'en veux plus. Car à force d'évacuer toute finalité politique, tout bien commun, toute vision collective, pour ne laisser place qu'aux équilibres de marché, il transforme le monde en une immense arène où seuls les plus forts peuvent réellement être libres. Et dès lors, toute zone de fragilité, toute tentative d'émancipation, tout espace de souveraineté devient une menace à éliminer. L'Iran, par exemple, n'est pas combattu parce qu'il est fondamentalement le mal, mais parce qu'il tente d'exister en dehors de l'orbite libérale, parce qu'il conteste une hégémonie, parce qu'il refuse l'intégration passive dans le système monde, celui où les ressources doivent circuler librement, où les États doivent s'ouvrir à la compétition, et où les peuples n'ont pas le droit de vouloir autre chose. Tout pays qui essaie de hausser le ton comme pas même hausser, comme vivre, pour vivre en tranquillité, comme un pays évitant d'être sous la domination de grandes hégémonies, surtout les États-Unis, sont l'objet de sanctions inhumaines, illégales, illégitimes. Dans cette logique, la guerre ne vise pas la victoire, elle vise l'ajustement, le maintien des conditions de circulation des capitaux, des matières premières, de l'information, des normes. Elle devient un outil de régulation, une extension du marché par d'autres moyens. Elle s'accompagne d'un récit toujours le même, celui de la menace, du désordre, de la barbarie qu'il faudrait contenir comme si le monde non libéral était le foyer d'anomalies à corriger. Comme si la paix ne pouvait exister que sous certaines conditions. Les nôtres, forcément. Mais cette guerre est d'autant plus puissante qu'elle n'a pas de nom, qu'elle ne se dit jamais. Elle se cache derrière le droit, elle se maquille en mission humanitaire,
en exportation de démocratie, en impératif de stabilité régionale. Le langage est aseptisé, les cibles floues, les responsabilités sont diluées. Et pendant ce temps, des gens meurent, des forêts brûlent, des peuples fuient, au nom d'un ordre qui prétend ne jamais vouloir s'imposer. Voilà peut-être le vrai visage du libéralisme. Non pas celui d'une doctrine de paix, mais celui d'un ordre qui se maintient par la guerre, celle dont on ne prononce pas le nom. Je suis venu ici ce soir dire que cette guerre est injuste, que cette société nous a menti à moi, à mes frères. Ouais, il a raison. Elle a trompé le peuple de notre pays. Il y a au cœur du libéralisme une idée rarement formulée, mais toujours active. Une idée simple, presque élégante. Si l'on veut qu'un peuple devienne raisonnable, il faut d'abord qu'il s'enrichisse. T'as mon fric scotché sur les nichons. Alors techniquement, tu bosses pour moi. Le pauvre, dit-on, n'a pas la distance nécessaire pour juger le monde. Il est trop proche de la survie, trop attaché à ses besoins immédiats. Il ne peut pas penser l'universel. Il ne peut pas construire la paix. Il doit d'abord se civiliser. Et pour cela, il doit produire, accumuler, s'élever par l'économie avant d'accéder à la morale. Car dans cette vision, la richesse n'est pas qu'un confort. Elle rend meilleur. Une fois ses désirs satisfaits, on est enfin prêt à penser aux autres. Ainsi, l'enrichissement individuel devient un parcours de moralisation. On apprend à respecter les règles, à différer ses envies, à intégrer la loi commune. L'intérêt, une fois comblé, devient modérateur. Il calme les passions, pacifie les relations et fait advenir naturellement un ordre social stable. Cette croyance, profondément ancrée, justifie des siècles de politique économique. On l'a vu à l'œuvre dans les colonies, dans les plans de reconstruction, dans les politiques de développement. On la retrouve aujourd'hui encore dans les discours sur l'inclusion financière, la croissance partagée, la théorie du ruissellement. Comme si distribuer un peu de consommation, un peu de dette, un peu de marché, suffisait à créer des citoyens. Mais ce récit est une illusion, car l'histoire montre que l'enrichissement matériel ne produit pas d'élévation morale. Il ne crée ni solidarité, ni sagesse, ni prudence. Bien au contraire, il tend à renforcer l'individualisme, à ériger la propriété comme valeur suprême, à ancrer dans les têtes que chacun pour soi est la règle naturelle du monde. T'es pas d'ami. Je crois que je vais très bien me passer d'associé. Et si l'on gratte à peine le vernis, on découvre que l'idéal de citoyenneté libérale, c'est un idéal de propriétaire. Mon précieux! Dans cette conception, le bon citoyen n'est pas celui qui agit pour le collectif, c'est celui qui a quelque chose à perdre. Celui qui a une maison, un emploi, une voiture, des droits de succession. Quelqu'un qui va défendre l'ordre établi, non par conviction politique, mais par attachement à ses possessions. Et peu importe si cet ordre produit de la misère ailleurs, puisque l'essentiel est qu'il protège les acquis ici. Alors non, le pauvre n'est pas un enfant qu'il faudra éduquer. Il n'est pas une brute pré-politique qu'on doit civiliser. Il est même souvent plus lucide que ceux qui vivent bien. Parce qu'il a vu ce que coûte l'ordre, parce qu'il sait ce qu'on doit sacrifier pour obtenir des droits, et parce qu'il n'a jamais cru que l'intérêt personnel pouvait suffire à faire société. Depuis Hobbes, Locke et Rousseau, la politique moderne repose sur une intuition devenue réflexe. L'humain serait un être dangereux, impulsif, conflictuel, et la société, un mécanisme destiné à contenir cette menace. On ne part pas d'un élan commun, mais d'un péril. Et toute l'architecture du politique s'organise autour de la peur. Peur de l'autre, peur de manquer, peur de perdre. Ce que cette vision empoisonne, c'est d'abord notre imaginaire. Car si l'humain est un problème à résoudre, il faut toujours plus de règles, de lois et de contrôles. Plus de droits, oui, mais surtout plus de garde-fous. Plus de liberté, peut-être, mais conditionné. Et un État, non pour construire ensemble, mais pour empêcher que tout s'effondre. Dans ce cadre, la démocratie devient elle-même suspecte. Trop de voix, trop de passion, trop de risques. On finit par croire qu'il faut neutraliser la volonté populaire pour protéger les institutions. Que gouverner, ce n'est pas porter un horizon, mais maintenir le statu quo, coûte que coûte, même si cela suppose de restreindre les libertés au nom de la sécurité. D'accepter des injustices au nom de la stabilité, ou de faire taire la colère au nom de la croissance. Et cette logique s'applique partout, à la politique intérieure bien sûr, mais aussi aux relations internationales.
Parce que si les individus sont des menaces en puissance, les États le sont aussi. D'où l'obsession contemporaine pour la dissuasion, la surveillance, la domination stratégique. D'où la fabrication d'ennemis pour justifier des postures impériales sous couvert de défense de valeurs. Mais ce qu'on oublie dans cette vision, c'est que le politique, à l'origine, c'est ce lieu du faire ensemble, le lieu du dissensus et du consensus, le lieu du dissensus certes, mais aussi de la création commune. Or, le libéralisme hérite du noyau moderne, ce cadre qui organise la société autour de l'individu, du droit abstrait et du marché, la privant ainsi de tout projet collectif. Mais il pousse les curseurs plus loin encore. Il érige la propriété privée en fondement de la liberté et le marché libre en garant naturel de l'équilibre. Dans ce cadre, la politique n'est plus qu'une gestion du risque. Mais il y a plus inquiétant encore. Toutes les alternatives au libéralisme se sont développées à l'intérieur de ce même noyau moderne. Le communisme, le marxisme, les techno-utopies du XXe siècle, ces visions du futur dans lesquelles la technologie serait censée résoudre tous les problèmes humains, ont chacun à leur manière reconduit la même logique mécaniste. En organisant le marché par l'État ou en supprimant la propriété privée, on conserve cette idée centrale que la société pourrait être modélisée, ajustée, réparée selon des lois rationnelles, sans jamais sortir du paradigme de l'ingénierie sociale. Résultat, nous débattons d'options à l'intérieur d'un cadre qui bride notre horizon et qui rend toute autre alternative impossible. Et à force de réduire la politique à la gestion des équilibres, à la peur de tout ce qui déborde, on fabrique une société anesthésiée, une société de précaution, de repli, de résignation, où chacun protège ce qu'il a, sans plus oser rêver à ce qu'on pourrait construire. Une société où le seul avenir pensable est une variante du présent. Et nous, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Pas nous, les grands décideurs, ni les penseurs des systèmes, mais nous, les vivants ordinaires. Les gens qui s'aiment, qui élèvent des enfants, qui se débattent jour après jour dans un monde qui leur échappe, tout en leur faisant croire qu'il dépend d'eux. Car c'est peut-être là, justement, que réside le tour de force du libéralisme. Dans sa capacité non seulement à organiser le monde, mais à organiser notre manière de le percevoir, à reformater notre imaginaire, à réécrire nos affects, à infiltrer notre langage jusqu'à ce que nous sachions plus dire « je », « nous » ou « ensemble » sans passer par les catégories qu'il a autorisées. On croit penser librement, mais on pense avec ses mots. On croit vouloir ce qui nous correspond, mais on veut ce qu'il nous propose. Peu à peu, tout est devenu affaire de performance, de mérite, d'optimisation. Notre corps, notre temps, notre esprit. Il ne suffit plus de vivre, il faut se réaliser. Et pour cela, il faut s'évaluer, se comparer, se vendre, s'améliorer. Nous sommes devenus des micro-entreprises existentielles, des unités de production émotionnelle, des agents économiques de nous-mêmes. Et dans cette étrange modernité, l'idéal n'est plus collectif, mais concurrentiel. La solidarité devient suspecte, la vulnérabilité honteuse, et toute défaillance est vécue comme une faute personnelle. Tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as pas essayé assez fort. Tu es pauvre, tu es responsable. Tu souffres, tu es fragile. Même l'écologie, réduite à des gestes isolés et des bilans carbone individuels, devient un marché de la bonne conscience. On trie ses déchets, on télécharge une application, on s'abonne à une box de légumes, et on continue seul dans un monde qui court à sa perte, mais dans les règles. Mais cette vision produit un autre effet plus insidieux encore. En faisant de chaque humain un foyer potentiel d'égoïsme, de conflit, de violence, elle justifie qu'on canalise cette énergie non pas vers la coopération, mais vers des formes socialement acceptables de compétition. Et lorsqu'il ne suffit plus de nous faire lutter les uns contre les autres, alors cette pulsion est redirigée ailleurs, vers la maîtrise de la nature, la conquête des ressources, l'exploitation du vivant. C'est la guerre contre la nature. Et pendant ce temps, nos liens s'effilochent, les institutions désertent, les services publics s'effondrent, les communautés éclatent, et on continue à nous répéter que la solution viendra de nous, de notre volonté, de notre courage, de notre travail. Comme si tout dépendait de la somme de nos efforts, alors que ce qu'il faudrait, c'est un changement de cadre, un retournement complet de perspective, non plus des actions isolées dans un monde absurde, mais une réinvention partagée du sens. Parce que ce qui est en jeu aujourd'hui, ce n'est pas de préserver des critères économiques, c'est d'éviter que notre monde ne devienne un cauchemar plus effrayant encore qu'il ne l'est déjà. L'imaginaire libéral, qui s'est greffé en profondeur dans nos esprits, au point qu'il devient presque impossible de penser en dehors de lui, n'a rien de naturel. Il n'est pas la conséquence inévitable de la nature humaine. Il est le fruit d'une construction. Et ce qui a été construit peut être déconstruit. Et il faut le déconstruire.
Alors, que fait-on? Je ne sais pas. Face à ce monde libéral qui se défait mais tient encore debout, face à cet imaginaire qui s'effondre mais continue d'organiser nos vies, nos pensées, nos rêves, qu'est-ce qu'on peut faire? Espérer un miracle ou bien oser quelque chose d'infiniment plus exigeant? Réapprendre à habiter ensemble, à penser autrement, à faire un monde autrement. Sortir du libéralisme, ce n'est pas simplement critiquer un système, ce n'est pas souhaiter le retour d'un âge d'or fantasmé, ni basculer dans un autre modèle tout aussi totalisant. C'est débrancher, c'est désapprendre, c'est désactiver en soi les réflexes qu'il nous a inculqués. La compétition, la séparation, le mérite, la peur du manque, l'idée que tout se gagne et que rien ne se partage sans se perdre. Sortir du libéralisme, c'est retrouver le sens du commun, non pas le collectif au sens de la norme à poser, mais la cohabitation sensible entre des êtres différents, vulnérables et indépendants. Il ne s'agit pas de renoncer à toute liberté, mais de se souvenir que la liberté n'a jamais été une propriété individuelle. Elle est un lien, et cela suppose de réinventer ce que le libéralisme a méthodiquement déserté, les lieux, les relations, les engagements, les dépendances choisies, les interdépendances assumées. Ce n'est pas une utopie. Des millions de gens partout dans le monde s'y essaient déjà, pas dans les grandes déclarations ni dans les manifestes tonitruants, mais dans des gestes minuscules, des choix de vie, des ruptures douces, des bifurcations discrètes mais radicales, des paysans qui recréent des sols vivants, des parents qui s'organisent pour garder ensemble leurs enfants, des voisins qui apportent leur aide, échangent des savoirs, mutualisent leur énergie, des jeunes qui refusent de se vendre, même au prix de la précarité, des anciens qui transmettent ce qu'ils savent sans attendre de reconnaissance. Et puis des gens qui se retrouvent, qui s'assoient ensemble, qui délibèrent et qui, face au monde qui tangue, osent décider du chemin qu'ils veulent emprunter. Rien de spectaculaire, rien que des graines. Mais quand un sol est fertile, les graines, ça pousse. Alors oui, sortir du libéralisme demande du courage. Le courage d'aller à contre-courant. Le courage aussi d'imaginer un autre récit. Et parce que rien ne change sans compréhension, parce que la critique du libéralisme ne suffit pas si l'on ne démonte pas aussi le moteur qui lui a donné corps, je poursuivrai ce travail dans une deuxième vidéo, un second volet, non plus sur l'idéologie, mais sur sa mise en œuvre. La prochaine vidéo explorera le capitalisme, sa logique propre, ses racines historiques, ses ravages contemporains, et surtout, ce qu'il nous faudra déconstruire pour vraiment en sortir. Ce monde-là ne viendra pas d'en haut, il ne passera pas par des lois ni des réformes. Il naîtra dans les marges, dans les interstices, dans ce qui ne se mesure pas. Et c'est peut-être là que réside la vraie révolution. Vous l'avez senti, sans doute, cette vidéo ouvre un nouveau cycle. Un peu plus ancré dans la réalité, un peu plus direct, mais toujours dans le même esprit, penser autrement pour pouvoir agir. Alors si ce travail vous parle, si vous avez envie de le voir continuer, ou simplement de soutenir une autre manière de raconter le monde, laissez un commentaire, même court, mettez un pouce bleu, ça aide pour l'algorithme, abonnez-vous, et surtout, activez la cloche, et d'ici là, soyez créatifs pour le bien de tous, cultivez votre pensée subversive, salut.